Les carillons de la rentrée scolaire 2024 ont sonné ce 9 septembre au Cameroun. Un démarrage coloré aux aurores dans les rues avant l'ouverture des salles de classe dès 7h30 par endroit. Sous la pluie, par ailleurs, les écoliers, parfois accompagnés de leurs parents, ont bravé les intempéries. Les élèves à besoins spécifiques étaient mêlés à la cohorte pour regagner comme dans une belle symphonie leur salle de classe. Au passage de ce défilé d'apprenants, les yeux avertis ont pu remarquer quelques singletons, des élèves sans uniforme qui, nonobstant, brandissaient le même large sourire des retrouvailles. Une ambiance teintée à l'entrée des écoles de rappel à l'ordre des retardataires, écho ici et là de quelques notions de discipline martelées par des chefs d'établissement venus renforcer les rangs des maîtres de la discipline que sont les censeurs et les surveillants, entre autres. Il était carrément impossible aussi de manquer la troupe formée par ses parents d'un autre genre, visiblement anxieux. Il fallait parfois observer de près pour remarquer la liasse de billets dans leurs mains, voilà qui renseignait sur la poursuite des inscriptions et faisait naître des interrogations. C'est tout comme ces derniers coups de pinceau et balais passés avec la contribution des élèves déjà punis aux premières heures du retour des classes. Comment comprendre ce mélange d'actions ou d'activités à l'entame de la rentrée scolaire? À quoi rime effectivement la rentrée scolaire entre début effectif des cours, nettoyage des établissements et paiement des inscriptions pour ne citer que cela? Tout ce mixage n'est-il pas de nature à perturber l'année scolaire entamée? Quelles sont les clés de la réussite de son année scolaire? Bien de questions sur la table de Twilight ce soir. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleurie et aguerrie, piqué du secteur éducatif, vous offre des éclairages comme sur les bancs, éclairages étayés d'arguments de poids. Une pause et on se retrouve bien installé. Ndoumo Anvomo, philosophie retraité, proviseur émérite, sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Tout le plaisir est toujours pour moi de participer à votre émission et de me ressourcer auprès de la jeunesse que vous représentez. Alors, je signale que, étant comme écrivain, vous avez notamment rédigé cet ouvrage Nina, la colombe miraculée, et publié édité aux éditions du Midi. Aux éditions Clé. Voilà. C'est justement dans le cadre de la rentrée scolaire que j'ai produit ce 4e ouvrage, Nina, la colombe miraculée, pour provoquer une certaine prise de conscience de la précarité scolaire de la jeune fille qui est victime de sa fragilité psychologique, des avatars de l'environnement et surtout de la précarité existentielle. Peut-être qu'on saura davantage à quoi est-ce que c'est. On pourra en parler. Exactement. Allons-y. Alors, à vos côtés, notamment la seule femme qui constitue le panel de ce soir, Martine Sangrine Ngono. Elle est conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, et puis aussi doctorante en sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Esso. Merci, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être à ce plateau aujourd'hui. C'est une occasion pour moi de représenter mon corps de conseiller d'orientation, qui est un corps assez mal connu, malheureusement, du public. Et puisque nous allons parler de réussite scolaire et autres, ce sera l'occasion de montrer la place du conseiller d'orientation dans le processus de formation de nos apprenants de la maternelle jusqu'à l'université. Le conseiller d'orientation qui joue notamment un rôle clé, c'est tout comme le psychosociologue qui fait partie de ce panel ce soir, le professeur Claude Désiré Noubissi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Issou et merci de m'avoir invité.
Last but not the least, en présentiel sur ce plateau, Jean-Paul Marcelin Mebada, inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette. Je viens parce que j'ai le privilège de représenter mon ministère. J'ai été désigné par mon ministre, le professeur Nalova Lionga, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse aux préoccupations de la communauté éducative nationale. Je voudrais par ailleurs souhaiter une bonne rentrée à tous les maillons de la chaîne pédagogique, à la communauté éducative. Je pense aux parents, d'abord, aux élèves, aux enseignants, tout le personnel administratif et personnel d'appui qu'on néglige souvent, mais qui joue un rôle fondamental dans l'encadrement de nos élèves. Tous nos remerciements également au ministre des Enseignements secondaires et à vous, chers messieurs et dames présents sur ce plateau de Twilight pour notamment débattre du retour en classe, les clés de la réussite. Des accents s'imposent d'entrée de jeu. J'aimerais savoir quelle appréciation faites-vous du démarrage de l'année scolaire ce lundi 9 septembre au Cameroun. Monsieur le proviseur. Je parlerai de l'appréciation de la rentrée scolaire, mais avec un recul, dans la mesure de ne suis plus immergé directement en milieu scolaire depuis que j'ai pris ma retraite il y a une dizaine d'années. Néanmoins, je suis habitué aux rentrées scolaires et les échos qui nous parviennent, justement, et l'environnement tel qu'on le vit, c'est que c'est une période d'intense activité, de grande anxiété, que ce soit au niveau des apprenants, que ce soit au niveau du corps d'encadrement pédagogique et administratif, que ce soit au niveau de la société en général. Le Cameroun, vraiment, est en ébullition lorsque la rentrée arrive. C'est pour montrer à quel point l'école est fondamentale pour notre pays. Parce que ne perdons pas de vue cette question fondamentale qu'un grand orateur, je ne dois pas le citer, a posée à une certaine époque. Quels enfants voulons-nous pour notre Cameroun ? Cela pose une autre question. Quelle école voulons-nous pour nos enfants ? Et partant aussi, corrélativement, quels apprenants voulons-nous pour nos enfants? C'est pour dire que c'est un contexte général, justement, de prise de conscience. Et c'est pour cette raison que le thème tel que vous l'avez déjà libellé, rentrer en classe. On ne peut retour en classe, tel que je l'ai eu. Effectivement, on ne peut parler de retour que passer à une phase aller, départ. Aller en vacances, retour à l'école. Effectivement, donc retour en classe, retour à l'école. C'est pour dire qu'il y a donc ici deux itinéraires qui ne sont pas que géographiques. On parle de Yaoundé pour rentrer à Douala prendre ses cours, on parle de Douala pour aller à Garoua, mais c'est davantage un itinéraire psychologique. Donc c'est sur le plan psychologique qu'il y a donc ce retour en classe. Et qui rentre en classe? Il ne faut pas seulement voir les petits bambins qui commencent à la maternelle ou ceux du primaire, ou ceux, comme si c'était qui rentraient en classe. Tous les partenaires sociaux du milieu éducatif doivent opérer cette rupture avec la période des vacances, maintenant que commence l'école. Donc il s'agit effectivement d'une sorte de révolution copernicienne, à savoir qu'à la période des vacances qui correspondait à l'oisif, au ludique, au festif, doit correspondre maintenant l'environnement scolaire qui exige une autre approche, d'autres émotions et une plus d'audace et d'ardeur pour que justement le thème tel que vous l'avez et tel qu'on va en débattre puisse aboutir à une rentrée scolaire optimale. Alors Martine Sangri-Nangono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, qu'avez-vous observé depuis les premières heures de ce matin? Ce que j'ai pu observer depuis les premières heures de ce matin, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'apprenants qui ont repris le chemin de l'école malgré les difficultés que les familles rencontrent. Vous savez que beaucoup se sont plaints de difficultés à joindre les bouts, à payer les fournitures, les inscriptions et autres, vous voyez. Mais quand on observe, du peu que j'ai pu observer dans la ville de Yaoundé, tout le trajet que j'ai pu faire jusqu'à mon lycée, j'ai pu voir qu'il y a eu un grand nombre d'élèves qui ont repris la route. Et une grande joie de retrouver ses camarades, parce qu'il ne faut pas
occulter ce volet-là. Quand on a de bonnes relations avec ses camarades, pendant 3 mois, on n'a pas pu les voir, on est content de les retrouver. C'est quelque chose de positif. Même observation pour vous? Oui, disons que l'observation première, c'est que ce n'est pas la rentrée des élèves uniquement. Ce n'est pas encore moins la rentrée des enseignants uniquement. C'est la rentrée de tout le Cameroun. Il fallait voir l'effervescence ce matin. Les rues ont repris avec les embouteillages matinaux. Entre 6h30 et 7h30, la circulation n'était pas fluide, n'était pas évidente. C'est une rentrée qui a mobilisé à la fois les bensikineurs, les tarsimons. Tout le monde attend, parce que c'est pendant la rentrée que ce secteur-là essaie de se faire plus de gains, de se faire plus d'argent. C'est également une rentrée tant attendue parce qu'elle a été reportée. D'abord prévue pour le 2, elle a été reportée au 9. Ça crée encore beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus de curiosité. Et sans compter que ça crée également l'angoisse, l'anxiété, et parfois beaucoup plus de stress également. Bon, tel que j'ai observé ce matin, déjà que je suis parent d'élèves, moi je me suis levé très tôt pour aller accompagner les enfants à l'école. Bon, c'était également ma rentrée scolaire à moi. Et également, la question que je me pose maintenant est celle de millions de Camerounais. J'aimerais bien, je vais sur le journal tout à l'heure pour savoir si cette rentrée était vécue pareillement dans toutes les régions du Cameroun. Et je pense que, en tant que psychologue, je me suis rassasié déjà de me rappeler moi-même comment ont été mes rentrées. C'est-à-dire que de par le passé, je me suis vu à travers ces gens-là qui couraient un peu de partout pour avoir soit la moto, soit le taxi, mais peut-être pour retrouver les salles de classe. Le moment des retrouvailles, après 3 mois passés hors de sa salle de classe, l'énigme, la représentation de la salle de classe, cette salle de classe qui a commencé à manquer aux élèves, qui a commencé à manquer aux enseignants, la salle de classe également a fait sa rentrée. C'est ça que j'ai observé ce matin. Alors, puisque vous parlez de vous, une petite indiscrétion, est-ce que vous étiez prêt pour le démarrage de cette rentrée ce matin, ce lundi matin? Bon, personnellement, je suis prêt depuis. Je suis prêt depuis parce qu'en tant qu'enseignant, c'est ce que je prépare le plus pour mes enfants. D'abord la rentrée. Je les prépare beaucoup plus que les fêtes de Noël et autres. Parce que n'ayant pas eu les chances qu'ils ont aujourd'hui, je mets franchement le paquet afin que les enfants fréquentent dans de très bonnes conditions, qu'ils aient à l'école avec le sourire aux lèvres. Parce que vous mettez quoi dans cette préparation-là? Dans la préparation, déjà, c'est que je dois avoir les cahiers, les livres, les sacs qui sont payés peut-être 2 semaines avant. Le temps pour les enfants de s'y habituer déjà, de savoir que la rentrée est proche et qu'elle est là. Et je me bats déjà pour que leur pension soit également payée, pour qu'ils sachent dans quel établissement ils vont fréquenter. Je me bats également pour qu'ils sachent que ça ne sera pas facile, il va falloir commencer à les révisions. Mes enfants déjà, ça fait 2 semaines que celui qui est à la CIL a commencé déjà à s'habituer à son livre, à l'ouvrir au moins une fois chaque soir pour savoir quel est le contenu. Et sa grande sœur qui est à l'université a reçu l'instruction déjà de l'approcher, de lui servir de maîtresse. Bon, chez moi, la rentrée, c'est quelque chose de fondamental dans ma vie en tant qu'enseignant et dans la vie de mes enfants. Jean-Paul Marcelin Mbada, inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Que dites-vous du démarrage de l'année scolaire 2024-2025 ce lundi 9 septembre au Cameroun? Nous, au ministère des enseignements secondaires, ne sommes pas surpris de la mobilisation et de l'engouement qui est observé ici et là, parce qu'il y a eu une préparation lointaine de cette rentrée. Le ministre a réuni tous ses collaborateurs du centraux et même des services déconcentrés pour donner des orientations. Donc nous avons fait cette préparation-là qui a abouti aux recommandations, aux instructions qu'on observe déjà pour préparer les campus d'accueil, pour lancer des inscriptions et pour également donner quelques observations, notamment sur le plan administratif, la nouveauté de l'année, c'est-à-dire l'identifiant unique, qui est un matricule que nous allons exiger à tous les élèves, qu'ils soient du public ou du privé. C'est un matricule qui est l'une des principales innovations sur le plan administratif. Sur le plan pédagogique également, vous voyez, depuis le 24 mars,
La liste des manuels scolaires a été signée par le ministère des Enseignements secondaires. Il y a également les programmes sont sortis. Depuis l'année dernière, nous avons annoncé la révision des programmes de tout le premier cycle, que ce soit dans le sous-système francophone, le système anglophone. Donc, c'est une préparation lointaine qui a été faite et nous ne sommes pas surpris de voir que beaucoup de parents, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants sont prêts. Mais toutefois, il faut relever sur la base des données qui viennent du terrain qu'à certains endroits, on a remarqué la présence effective d'enseignants et pendant que les parents et les élèves tenaient un peu de pas. Mais de manière globale, nous sommes satisfaits de la rentrée. Elle est effective et nous allons suivre les données qui nous parviendront tout au long de la semaine pour voir si effectivement tous les élèves attendus ont repris les classes pendant cette semaine. Restons donc sur ce début d'année. Aujourd'hui, ce lundi 9 septembre au Cameroun, je le disais dans mon propos liminaire, quelques constats faits ici et là. On s'est rendu compte qu'il y avait sur le terrain de la rentrée dans les établissements quelques phénomènes qu'on a souvent l'habitude d'observer, des parents encore en train de payer l'inscription de leurs enfants, des nettoyages ici et ça. C'est plutôt normal? Cela n'est pas nécessairement normal. Monsieur l'inspecteur général des enseignements vient de le montrer. La rentrée suppose une préparation lointaine. Or, tout se passe comme si certains maillons de la chaîne éducative sont surpris par la rentrée scolaire. Les parents d'abord. Je lui disais une fois sur ce même plateau qu'il y a un arrêté qui met les élèves et les enseignants en vacances. Mais il n'y a aucun arrêté qui met les parents en vacances. Donc je ne vois donc pas pourquoi les parents devraient être surpris par la rentrée scolaire, puisqu'ils savent que cela incombe à leur propre responsabilité d'être toujours vigilants, d'être toujours parés pour la rentrée. Donc le fait qu'il y ait des bousculades le jour de la rentrée, cela est normal parce que tous les Camerounais attendent toujours la dernière minute, effectivement, parce qu'il y a passé un événement. Mais ils auraient d'abord dû justement préparer de façon lointaine cette rentrée de leurs enfants. Il en est de même des élèves. J'ai dit tout à l'heure qu'à la période des vacances correspond maintenant la période de l'année scolaire. Nombre d'élèves n'ont pas pu faire la rupture entre la période festive, ludique et oisive des vacances et la période laborieuse de la rentrée scolaire. C'est pour ça que vous dites tout à l'heure dans votre introduction liminaire qu'il y en a qui sont même venus en classe, vous avez dit singleton, sans tenue de classe, sans livre, comme s'ils venaient d'abord observer, alors que la rentrée aujourd'hui a eu lieu aujourd'hui à 7h30. Et il est de la rentrée comme pour les sportifs des courses. Si le départ est raté, la fin de la course est hypothéquée. Donc c'est pour cette raison que tout le monde devrait comprendre que c'est dès aujourd'hui que ça engrange, que ça prépare la moisson que nous devons engranger dans 9 mois, effectivement. Et c'est pour ça donc que ce phénomène de désinvolture des parents, de désinvolture des élèves, de bousculage des parents qui viennent maintenant solliciter des places ou bien payer les frais d'inscription. La procédure est peut-être assez complexe. C'est pour ça qu'il faut donc absolument que chacun prenne conscience de sa véritable responsabilité, qu'il s'agit des élèves eux-mêmes, qu'il s'agit du personnel d'encadrement pédagogique et disciplinaire et administratif, qu'il s'agisse de la communauté éducative. Tout ce monde-là participe de la rentrée scolaire et pour qu'elle soit réussie, chacun doit y apporter sa pierre. Madame le conseiller d'orientation. Oui, moi je pense que le problème, lorsqu'on observe encore certaines personnes qui font le nettoyage, qui organisent, qui aménagent les espaces de travail des élèves, ça dépend, c'est dû à l'organisation interne de certains établissements, j'y arrive, qui peut-être sont allés en vacances et n'ont pas pris la peine d'anticiper sur ces éléments-là. Et vous voyez, nous sommes dans un pays où ce n'est pas du tout évident je sais pas toujours évident de
de rassembler, de mobiliser les moyens nécessaires pour préparer certaines choses en amont. Donc c'est par rapport à ça, moi je pense que certains établissements accusent des retards. Mais néanmoins, bon, c'est humain, la perfection n'est pas de ce monde. L'essentiel c'est que dans les 2 semaines que les cours reprennent. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à éviter. Tout ceci n'est pas de nature à entacher l'année scolaire. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit de nature à entacher l'année scolaire, non. Monsieur le professeur Claude Désiré Numbissi, psychosociologue. Oui, je peux comprendre ces habitudes-là qui sont devenues un peu comme une seconde nature chez les Camerounais, d'être surpris partout. Beaucoup plus par la rentrée également. Et je peux comprendre également le problème des parents. Parce qu'il faut le dire, la conjoncture aujourd'hui sur le plan socio-économique, elle n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la facilité d'inscrire ses enfants à l'école. Et également, nous avons un autre phénomène qui relève maintenant de l'organisation interne dans les établissements. Parce qu'il n'est pas acceptable quand même que nous, les parents, on peut être surpris, mais pas les établissements. C'est-à-dire que les toilettes de dernière minute, on aurait dû y penser bien avant. Également la question de les inscriptions ou encore d'accès dans les établissements. Et il y a une habitude également qui est devenue presque légère au Cameroun, c'est que c'est quand les lycées sont saturés que les collèges privés et confessionnels, en fait certains collèges commencent également à avoir des enseignants, des élèves qui viendront frapper à leur porte. Il va falloir gérer. Je sais qu'on a la chance d'avoir l'inspecteur de l'enseignement secondaire sur le plateau qui comprendra que ce qui se fait ailleurs. Parce que j'ai eu la chance de faire mes études en Europe, j'ai fait mon doctorat en France. Et c'est un problème que nous laissons, que nous conservons au fil du temps. On peut les régler facilement. Il va falloir qu'avant la fin du mois de juin, qu'au moins certains établissements sachent déjà quel est l'effectif attendu. Et nous savons également qu'il y a un plafond d'effectifs qui est reconnu dans tout, qui est fixé par le ministère par les ministères. Notamment 60 par classe pour le primaire et 50 pour le secondaire. Très bien. Bon, ça dit que chaque chef d'établissement devait déjà avoir un effectif attendu et devait déjà savoir quel est le nombre de places disponibles en fonction de l'effectif attendu et que ça soit généralisé, que ça soit également tant au niveau public qu'au niveau privé. Parce que vous allez vous rendre compte que jusqu'à maintenant, cette nomenclature géographique est beaucoup plus centrée sur la quantité d'élèves ou le nombre d'élèves attendus dans les lycées et dans les collèges. C'est ça qui fait le vrai problème aujourd'hui. Bon, le problème est au niveau de la société, du gouvernement qui doit vraiment encadrer et qui doit se donner un peu des obligations et créer chez les parents les faits. Parce que vous savez, quand les parents n'ont pas la pression, ils se disent ça va aller. Et vous allez voir les inscriptions vont se poursuivre jusqu'à peut-être fin septembre et peut-être mi-octobre. Et certaines personnes, certains élèves vont y aller. Et ces élèves qui ont l'habitude d'aller 2 semaines après ne savent pas que la rentrée se prépare le premier jour. Pourquoi le premier jour? Parce que le contact émotionnel, la chaleur qui va naître le premier jour, ne sera pas la même chaleur que celle du deuxième jour, ne sera non plus la même chaleur que celle de la première semaine. Il y a quelque chose de fort qui s'est créé quand les élèves se rencontrent la première fois. Et je pense que sur le plan pédagogique, la première rencontre, c'est qu'on demande à chacun de se présenter. Alors, on a l'action de savoir qui est mon camarade, qui est mon voisin. Mais quand on arrive 1 semaine, 2 semaines, quand les présentations ont été faites, on a parfois l'impression qu'on a peur des autres. On a peur des élèves, on ne sait pas qui est à côté de moi. Et cette peur-là, c'est vrai, ça s'est négocié avec le temps, qu'on va demander à l'autre, tu t'appelles comment, ou c'est ainsi de suite. Mais lorsque cette chaleur a été faite de manière collective, ça crée plus de confiance et plus de rassurance. Et ça fait donc que les peurs de la rencontre des autres vont progressivement être effacées. Et l'élève sera plus confiant et plus ouvert à recevoir les enseignements. On a la chance de vous avoir sur ce plateau, monsieur l'inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Réponse? Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que toute activité est réglementée. Et il venait de le dire, le proviseur émérite Emma le dit, hors du texte, point de salut. Il faut que les gens apprennent à s'approprier les dispositions qui règlent toute activité. L'école en fait partie. Il y a des textes
Et Madame le ministre prône même le retour à l'orthodoxie. Nous savons que par classe aux enseignements secondaires, la norme c'est 50 élèves. Et nous savons que la préparation lointaine dont j'ai parlé au début se fait au moment du départ en vacances. Donc, il y a les conseils d'enseignement qui nous donnent une vue globale des effectifs attendus. Ça fait qu'au moment où il y a la reprise, où on annonce les inscriptions, nous savons quel nombre d'élèves nous pouvons recruter par classe. Ça, c'est d'un. Et de deux, chaque année, les instructions sont données, comme je l'ai dit, sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, sur le plan financier et sur le plan socio-environnemental. Ces règles sont connues. Moi, je m'amuse quand je suis un peu vos débats depuis un certain temps, où on me dit que les parents se plaignent parce qu'on a changé de livre, on change de livre chaque année. Ça fait sourire. Avant, c'est 6 ans après qu'on change les livres. On ne change pas les livres au hasard. On passe les programmes au crible, on voit ce qui peut changer et il y a une loi, la loi du 7 décembre 2021, qui maintenant définit la durée de vie des livres pour 3 ans. Mais on en fait un problème sociétal où on dit on a changé les livres. Les gens ne prennent pas la peine de s'approprier les dispositions réglementaires. Ça, c'est dingue. Maintenant, pour le retard à l'arrimage, il faut également comprendre que les chefs d'établissement ne respectent pas leur cahier de charge. Nous devons avoir 3 conseils d'établissement. Un à la rentrée, un début du 2e trimestre, un autre au 3e trimestre. Ce qui fait que le conseil d'établissement du 3e trimestre prépare intégralement la rentrée, même si vous allez perdre le poste. Parce que certains disent que non, on attend les nominations, on attend les mouvements. Non, tout est préparé. Et justement, il y a des analystes qui disent que cela impacte considérablement cette préparation-là. Ça ne devrait pas impacter parce qu'il y a une continuité de l'administration. Vous arrêtez, je le dis bien, je parle sous le contrôle d'un professeur émérite. Le conseil s'est tenu, conseil d'établissement de fin d'année, avec des délibérations. Parce qu'ils vont même jusqu'à savoir quel le personnel d'appui est à rechercher à la rentrée. Donc tout est préparé si effectivement les uns et les autres veulent faire convenablement leur travail. Mais ce tout, donc on est là, on dit le ministre des Enseignements n'a pas encore procédé de nomination, on attend, on arrive donc à la date fatidique. Et à ce moment-là, on justifie non, on a l'habitude de faire comme ça et après on va rattraper. Mais il y a les règles, même les inscriptions, il y a un délai. Concernant ces inscriptions-là, les parents se plaignent aujourd'hui de cette nouvelle méthode qui a été mise en place, parlant de l'immatriculation. Est-ce qu'elle n'est pas arrivée un peu plus tard? Non, les gens ne veulent pas souvent prendre l'habitude de chercher d'abord à comprendre. On se précipite à critiquer. Alors, on a facilité les inscriptions. Vous-même à la maison, en 5 minutes, vous pouvez vous inscrire. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous recherchons? Après 3 ans, Madame le ministre a introduit le paiement électronique. On a fait donc une évaluation. De cette évaluation-là, il ressort qu'il y a encore des dysfonctionnements, notamment la dissimulation des effectifs et la distraction des frais d'examen. Pour résoudre ce problème, on est allé au matricule unique qui nous permet, d'avoir cette sécurisation des recettes. C'est-à-dire parce que tout élève qui s'inscrit, il a un numéro matricule, on est sûr qu'il a payé ses frais de scolarité ou alors ses frais d'examen. Et ça permet qu'on ait la situation exacte, le nombre d'élèves qui sont dans notre système éducatif, que ce soit au privé ou dans le public. Ça, c'est bien. La deuxième chose, certains se sont amusés à refuser même les paiements électroniques. C'est-à-dire certains proviseurs ont continué à prendre l'argent auprès des parents. Certains intendants
on continue à collecter ces frais sans les reverser. Donc, il y a donc, d'une part, une sécurisation des recettes. D'autre part, il y a également il y a d'autres éléments. Vous connaissez les problèmes de violence que nous rencontrons dans tous les établissements. Mais il faut quand même qu'on puisse avoir des informations sur le comportement de certains élèves, au point que, même si celui-là part du lycée Leclerc, peut-être pour aller au lycée d'Anguissa, qu'on sache quand même que cet enfant est à surveiller, cet enfant a une addiction pour je ne sais pas quoi. Donc, il y a cet élément, et vous l'avez eu, tout le monde l'a eu aussi, tous ceux qui ont été à l'université ont eu ce qu'on appelait matricule. C'est ce matricule-là, même si vous repartez à l'université maintenant pour vous inscrire, c'est le même matricule qui va apparaître. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens doivent prendre le temps. Mais monsieur l'inspecteur général, qu'est-ce qui justifie donc la présence de ces parents-là devant les établissements? Encore ce matin, on les a observés? Non, les parents ont l'habitude d'accompagner leurs enfants à l'école. Concernant les inscriptions? Les inscriptions, ils attendent la dernière minute pour chercher une place. Mais en réalité, vous avez le bulletin de votre enfant au mois de juin ou plus tard. Et vous devez déjà préparer votre enfant à réintégrer les classes à la rentrée. Mais nous ne savons pas. Moi, je n'arrive pas à savoir. Nous tous sommes des parents. Mais quand vous recevez le bulletin de votre enfant en fin d'année, je crois que vous commencez déjà à préparer, le voisin l'a dit, les frais de scolarité s'élèveront à combien, les fournitures scolaires, etc., etc. Donc, il y a les adeptes de la dernière minute. Bon, on ne peut pas les condamner. Peut-être que mon ami proviseur trouvera le nom pour les qualifier. Vous avez la parole. Moi, je ne sais pas comment... Oui, moi, je pense qu'il y a un déficit de communication au Cameroun. Parce que ce que vient de dire l'inspecteur, sur le plan factuel, quand on est sur le terrain, il y a une information qui circule selon laquelle les livres ont été entièrement changés. Exact. Et je pense que, puisque nous sommes dans une émission à caractère éducatif, il est important de relayer cette communication. C'est-à-dire que si on a commencé avec des nouveaux livres cette année en 2024, il serait important de dire qu'en 2020, à partir de 2020, préparer les parents. Parce qu'il y a au Cameroun un système qui a été ventilé par un Camerounais beaucoup plus intelligent qui voulait que les livres de cette année, qu'on puisse les changer pour avoir les livres pour l'année supérieure. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est au CM1 et qui a passé pour le CM2, on pouvait changer ses livres. Alors beaucoup de parents ont fonctionné avec cet esprit. Aujourd'hui, se sentent buter une réalité qui vont vous dire que les livres sont changés. Bon, je pense que ce déficit de communication fait que même les engagements financiers des parents, il y a beaucoup de parents qui misèrent sur ça pour avoir les livres pour l'année supérieure. Alors aujourd'hui que les livres ont été changés, ça devient un problème. Bon, également maintenant sur le plan des effectifs et sur le plan des inscriptions, je pense qu'il va falloir accompagner, moi je parle en tant que psychosociologue, lorsqu'il y a des règles, lorsqu'il y a des normes, lorsque les règles et les normes ne s'accompagnent pas par la sanction, ça devient un problème. Alors, si les règles existent et ne sont pas accompagnées par des sanctions, les retardataires, puisqu'on a un peu une approche qui est beaucoup plus camerounaise que on va faire comment, on viendra sur prière, on viendra faire. C'est ce qui fait donc que certaines choses qui devaient être prises avec rigueur, on ne les prend plus avec rigueur, on les prend avec légèreté. C'est donc pourquoi on peut voir les parents encore aujourd'hui avec... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'argent, peut-être qu'ils ont l'argent seulement aujourd'hui, mais s'il y avait une certaine pression, une certaine sanction pour accompagner les règles, les normes qui sont connues, qui sont prises, on devait avoir plus de rigueur au niveau des parents. Monsieur l'inspecteur, avant de passer la parole au proviseur émérite. Oui, mais je pense que tous les ministres du secteur éducatif ont suffisamment communiqué. Je prends un exemple. À l'entrée pédagogique l'année dernière, nous avons dit ceci, les programmes ont changé, mais pour l'année scolaire 2023-2024, ce sont les coefficients qu'on va utiliser parce que les livres et ces programmes vont entrer en vigueur l'année scolaire 2024-2025. Ça a été annoncé. Et de notre côté, ce ne sont pas tous les livres qui ont changé. Okay. Ce sont les livres du premier cycle
de l'enseignement général des deux sous-systèmes qui ont changé parce que les programmes ont changé. Les livres du second cycle ne changent pas. Okay. Mais le problème ici, il est réel pour les parents qui ont acheté les livres l'année dernière. Parce que tous ceux qui ont acheté les livres en 2018, ces livres ont eu une durée de vie de 6 ans avant de sortir du système. Peut-être le parent qui a acheté les livres de 3e l'année dernière, qui espérait que le petit frère de l'enfant allait les utiliser, c'est eux qui peuvent poser les problèmes. Mais les autres ne devraient pas en faire un problème d'État où on ronronne. Encore que ces livres peuvent toujours être utiles, monsieur le proviseur. Alors, la question que mais s'il vous plaît, je voudrais dire que voilà donc, les livres entrent au programme cette année pour le premier cycle. Leur durée de vie est de 3 ans. Tout le monde doit le savoir. Ce sont les dispositions réglementaires. Leur durée de vie, c'est 3 ans. Ceux du second cycle ne changent pas parce qu'on attend les changer peut-être l'année prochaine. Parce que nous ne voulons plus aller palier par palier. Nous voulons les changer comme on l'a fait avec ceux du premier cycle cette année. Voilà donc qui est clair, mais j'aimerais vous amener, chers messieurs et dames, à parler d'un autre aspect de cette rentrée scolaire, aspect observé toujours ce lundi 9 septembre dans les établissements. Déjà des premières sanctions, monsieur le proviseur, des élèves qui sont appelés à nettoyer des établissements. Est-ce que tout ça est correct? Quand vous parlez déjà de sanctions, il faut déjà voir qu'est-ce que c'est que les sanctions. À partir du moment où il y a rentrée scolaire, il y a déjà situation de classe et l'encadrement disciplinaire est là pour veiller au respect strict des consignes et du règlement intérieur. Si d'aventure, dès le premier jour, des élèves se mettent déjà à se bagarrer. Si dès le premier jour, des élèves se permettent d'arriver en retard, il faudrait bien que les sanctions prévues par le règlement intérieur soient appliquées. Mais maintenant, croire que la sanction devrait être seulement, comme vous avez dit, balayer les salles de classe. C'est ce qu'on a observé. Là, c'est déjà autre chose. Ça prouve qu'il y a eu impréparation. Le jour de la rentrée n'est pas le jour du nettoyage des salles de classe, le jour du débroussaillage. C'est pour cette raison que nombre d'élèves se disent « je ne veux pas le premier jour, même la première semaine, parce que c'est le travail manuel qui va prévaloir ». Donc, nous devons comprendre qu'on a dit qu'il fallait préparer dès l'amont. Donc, si on a préparé les élèves, justement, et les campus à temps, je ne vois pas la raison pour laquelle des élèves doivent être maintenant contraints d'aller balayer sous prétexte que les salles de classe seraient sales, effectivement. Donc, pour montrer donc qu'il y ait des sanctions dès la rentrée, cela est logique, puisque dès qu'il y a faute, il faut bien qu'il y ait sanction. L'une des tares de notre système parfois, et de certains systèmes, c'est l'impunité. Monsieur l'inspecteur général tout à l'heure m'a taquiné pour dire que peut-être que je trouverais un néologisme pour désigner ces comportements que moi j'appelle des camouronneries, dans la mesure où on a toujours fait ça, on a l'habitude de, on ne nous ferait rien. Mais c'est ça la mentalité camerounaise. 6 heures mise en place des populations, 11 heures arrivée des autorités, les gens sont là parce qu'on estime que le temps n'est pas le temps. Donc chacun a le temps élastique, chacun. C'est ça le drame, parce que nous ne sommes pas assez sévères. Si nous comprenons que dès le premier jour, la comptabilité des heures d'absence est déjà effective, je crois que les élèves et leurs parents feraient attention. Mais peut-être que c'est un problème de sanction qui se pose ici. Certains chefs d'établissement ne savent pas quelles sanctions appliquer. Le problème des sanctions, telles que les dispositions nouvelles sont... Il faut éviter des sanctions punitives qui seraient humiliantes, qui seraient physiques. Donc, on ne fouette plus les élèves. On a sorti le faux de l'école. Bon ou mauvais, je ne veux pas me prononcer dessus. Nous, on a été formés à l'école de Mamadou Bineta, autant de fautes, autant de coups de bâton. Mais maintenant, il faut trouver la sanction appropriée. Et la sanction doit être éducative. C'est ça le vrai problème. De quoi la sanction? Mais pourquoi? Pas pour réprimer, pas pour torturer, pas pour humilier, mais pour redresser, pour que les prennent conscience que dorénavant, ils devraient faire nettement mieux. Donc c'est pour cette raison que
lorsqu'on parle de sanctions en milieu scolaire, il faut bien déjà définir le contexte. Il a parlé du texte, mais il y a également le contexte. Dans quel contexte la sanction? Parce que nous sanctionnons parfois les élèves avec beaucoup d'arbitraire. Je prends le cas des retards. Prenons le cas de Yaoundé. Un élève qui habite à 5 km de sa maison et qui doit être au cours à 7h30, cela relève de la gageure. Donc, le retard peut se comprendre. Il faut donc tenir compte de l'environnement dans lequel il vit. Or, comme on ne peut pas agir au cas par cas, cela pose des problèmes et ça crée des injustices. Donc, c'est pour cette raison que nous devons avoir des sanctions positives, des sanctions éducatives, des sanctions qui permettent la valorisation de l'humain, l'épanouissement de l'animal humain qui dort en chaque enfant. Voilà le but de l'éducation. Parce que ce n'est pas seulement... On va peut-être en parler tout à l'heure quand vous parlez de réussite de l'année scolaire. La réussite, ce n'est pas seulement la diplomation. L'école n'est pas seulement faite comme usine à fabriquer des diplômes, mais il faut voir tous les autres paramètres par lesquels on juge de la réussite d'une année scolaire, effectivement. Au-delà de la promotion en classe supérieure, au-delà de la certification par un examen officiel, il y a également l'éducation. Sur le plan éthique, qu'est-ce que l'élève a gagné? Parce que quand on va faire l'évaluation à la fin de l'année, il peut être barré des diplômes, mais sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan civique et même spirituel, il y a des déficits. Donc c'est pour cette raison que l'éducation est une éducation intégrale qui doit amener l'élève à un épanouissement optimal de toutes ses facultés, que ce soit les facultés physiques, que ce soit les facultés cognitives, que ce soit les facultés affectives, que ce soit les facultés éthiques, que ce soit les dispositions civiques. C'est pour cette raison que ce thème de débat global et nombre d'actants entrent dans ce jeu-là et chacun doit prendre ses responsabilités. Martine Sangrine Ngono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Alors, est-ce que c'est ce qui explique parfois que certains élèves se défilent de ces sanctions? Oui, avant d'arriver à cette question, je voudrais dire que c'est vrai que quand il y a des règles, il faut les suivre. Et dès l'instant qu'on est dans l'enceinte d'un établissement scolaire, on se plie à son règlement intérieur. Et même si on est le premier jour de la rentrée, cela suppose que on s'expose à des sanctions si on viole les règles du règlement intérieur. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le nettoyage se fasse et tout. Si certains élèves sont punis et envoyés au nettoyage, justement, c'est pour remédier à ce déficit de moyens, comme je disais, parce que c'est des choses qui, en principe, ne devraient pas se faire, vous voyez. Mais parce qu'ils ont été incapables de mobiliser les moyens financiers ou alors le personnel qui peut-être serait allé en vacances ou alors qui aurait impliqué des charges supplémentaires que, bon, ils vont dire, OK, on va attendre les premiers élèves et ils vont s'occuper de ça. Donc, vous comprenez pourquoi, justement, beaucoup d'élèves qui ont été habitués pendant plusieurs années à ce système-là freinent le pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je veux dire que c'est des attitudes qui ne sont pas encouragées, qui ne devraient pas se faire, mais bon... Quand on est dans un environnement où, vous savez, le Cameroun, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Alors, monsieur le professeur psycho-sociologue, professeur Claude Désiré Nombissi, je vous vois sourire. En fait, je souris parce que je ne partage pas l'idée d'une sanction les premiers jours. Moi, je pense que les premiers jours, la sanction devrait être un peu flexible et un peu, on doit également comprendre parce que oui, ça a été difficile. On a passé 3 mois, le sommeil était abondant parfois. On doit se réveiller à 5 heures. Pour que le corps s'y habitue, ça devient il faut un peu du temps. Et également, comme l'a dit ceux qui m'ont précédé, c'est vrai, c'est une obligation d'être à l'heure. La distance ne garantit pas, n'assume pas le fait qu'on arrive à l'école en retard. C'est-à-dire que quand vous êtes à 100 km ou à 10 km, à 5 km, à 500 mètres, vous savez que j'ai tel temps pour arriver à l'école. Bon, on devrait se préparer à ça. Et maintenant, dans nos établissements, si nous voulons challenger le Cameroun en termes de développement, en termes d'arrimage à l'actualité, il y a des tâches qui ne sont plus réservées aux élèves. Moi, je prends un cas simple. Votre enfant du CM2, du CM1 arrive en retard. On lui demande de ramasser
la poubelle dans la cour de récréation, on lui demande d'aller laver les toilettes. Moi, ça m'écoeure personnellement. Parce que je me dis, cet enfant qui ramasse la poubelle, là, après, est-ce qu'il a le reflet de laver ses mains? Et même après qu'on lui dise, qu'on lui indique l'endroit pour aller laver les mains, est-ce qu'il a pris les précautions qui ont été prises à la maison? Moi, je pense que c'est une tâche... Réponse rapide de monsieur l'inspecteur avant de marquer une pause. La réponse est dans la politique développée par notre ministère, qu'on appelle le Clean School. Chez nous, il est difficile de demander à l'élève d'aller laver les toilettes. Parce qu'on a pris les dispositions pour assurer un service de maintien avec des partenaires qui s'occupent de cela. Il n'est pas bon qu'on envoie l'élève nettoyer les toilettes. Vous savez pas ce que l'élève peut aller piquer là-bas aux toilettes. Il y a des maladies. Chez nous, on développe la politique de Clean School. Non seulement il faut la propreté, il faut la sécurité. C'est un milieu sain qui est protégé. Donc nous, c'est pour ça que Madame le ministre parle de retour aux standards. Il faut avoir des standards. Une école doit avoir des salles de classe, des tables bancs, des toilettes, les caméras de surveillance. Ça sont les standards. Et vous avez sur le chef de l'État, il a parlé du PADES. Le PADES nous donne les moyens pour que nos établissements puissent retrouver des standards acceptable. D'accord, c'est entendu. On va marquer une pause dans cette édition de Twilight du lundi 9 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, Twilight vous revient juste après, dans quelques instants. Il se poursuit sur le thème retour en classe, les clés de la réussite, des accents s'imposent. C'est une interrogation et première personne à répondre de cette interrogation sur ce plateau. Professeur Claude Désiré Nombissi, psychosociologue. Alors, quelles sont les clés de la réussite selon vous? Merci beaucoup, parce que beaucoup d'élèves ne savent pas apprendre. Moi, je vais appesantir mes propos sur comment apprendre et comment réussir. Parce que vous allez voir des élèves qui, après être rentrés de l'école, prennent le cahier, se mettent à lire 3 heures, 4 heures, 5 heures. On doit retenir que l'apprentissage désigne l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Alors, lorsque vous vous asseyez après 30 minutes, après 1 heure d'apprentissage, il va falloir avoir une fiche dans laquelle on va restituer ce qu'on a appris. Que veut dire ce qu'on a appris, ce qu'on ne savait pas avant? Parce que beaucoup s'asseyent là, ils lisent, après ils se lèvent là, et j'ai appris mes leçons. Non, la question qu'on devrait lui poser, c'est savoir qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Maintenant, après avoir appris, comment être rassuré que ce qu'on a appris, on va se l'approprier? Ça, c'est la deuxième dimension. Il faut savoir s'approprier ce qu'on a appris. Ça dit que ça devienne digeste dans votre mémoire. Et pour que ça devienne digeste dans votre mémoire, il va falloir s'exercer. C'est pourquoi, après chaque cours, il y a tous des exercices d'application. C'est dans l'exercice d'application, c'est en s'exerçant via ces exercices-là qu'on se rend compte que ce qu'on a appris commence à être utile pour nous, commence à être pour nous à ce moment-là. Et maintenant, autre chose également, ce que je conseille à mes étudiants et que je peux également conseiller à tout le monde, lorsqu'on a les fiches de lecture, lorsqu'on a la capacité de restituer, de retenir, d'être rassuré, il va falloir également qu'on procède par l'apprentissage par association. Et ça aide beaucoup d'étudiants. Que veut dire apprentissage par association? Ça dit que quand j'apprenais certains signaux, certains symboles, ça peut être même une musique qui passait bien, que j'écoutais. Alors ceux qui apprennent avec la musique garantissent du fait que pour se rappeler ce qu'ils ont appris, il suffit de se rappeler la musique qu'ils écoutaient ou qu'ils suivaient et que directement la mémoire se soumette à leur exercice, qui est l'exercice de restitution. Bon, le constat que je fais après 20 années d'enseignement à l'université, non, 20 années l'année prochaine, parce que le 5 octobre, ça va faire 20 ans, je profite déjà pour dire que j'enseigne à l'université. Alors, ce que j'apprends, ce que je retiens, c'est que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants ne s'exercent pas. Ils confondent même apprendre et réviser. Que veut dire réviser? On revisite ce qui existe déjà, ou on revise ce qui existe déjà. Alors, les gens ne savent pas que quand je dis c'est l'heure de la révision, ça veut dire que c'est l'heure de me rassurer que les connaissances enregistrées sont effectivement là et je suis au courant qu'elles sont là. Parce que le plus on va avoir l'élève en salle d'examen, quand il s'assoit, le temps de répondre aux questions, vous dit je savais ça mais c'est plus.
parce que c'est une information qui a été apprise, qui a été retenue, mais il n'a pas la possibilité d'y accéder. Et autre chose également, c'est parler également aux enseignants que je suis pour dire que le processus d'apprentissage, d'abord, l'élément central, c'est l'enseignant qui doit avoir une certaine pédagogie centrée sur l'attention et l'attraction. C'est-à-dire que pour les premiers débuts, il va falloir que l'école devienne attrayante pour attirer les élèves, pour que les élèves y aillent dans le but de se défouler, de toute la pression qu'ils ont enregistrée, qu'ils ont cumulée pendant les congés. Bon, sur ces débuts, si les enseignants procèdent par le défoulement, par la relaxation, par l'attraction, ce sont les exercices. Il ne va pas falloir faire un cours, sortir du cours sans que l'élève ne rie, même pour une seule seconde. Quand on sait que nous, les psychologues, nous conseillons la thérapie du rire, c'est-à-dire qu'il faut au moins rire au moins une fois par jour. Pourquoi la thérapie du rire? Parce que quand vous riez, l'information que vous passez au cerveau, c'est que tout se passe bien. Et l'information, le cerveau s'organise également pour que votre organisme soit bien. Ça va être ce que je vais dire comme début dans mes propos. Bon, c'est important de capitaliser cette école attrayante. Dans tous ces exercices-là, Martine Sangrine-Gonon, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, il se pose un problème d'organisation. Exactement, il se pose un problème d'organisation. Permettez-moi de revenir sur la définition de la réussite. La réussite, c'est le fait d'avoir des résultats satisfaisants par rapport à un objectif fixé, à un programme donné. Sur le plan pédagogique, on peut bien aller et dire que c'est le fait d'acquérir des savoirs et des compétences qui sont contenus dans un programme et qu'on a consigné dans un programme et de les acquérir. Vous voyez. Donc, une fois qu'on a défini la réussite scolaire, je peux dire que la réussite scolaire est la conjugaison de beaucoup de facteurs, de plusieurs facteurs distants les uns les autres. La réussite scolaire ne dépend pas seulement d'une chose, ça dépend d'abord de l'individu. D'abord, il y a des éléments qui sont liés à l'individu, à l'apprenant. Il y a des éléments qui sont liés à son environnement. Donc, l'apprenant ou l'élève, il doit premièrement se connaître. Connais-toi toi-même. Je pense que c'est un grand philosophe qui l'a dit. C'est la base de toute chose. Parce que quand tu te connais, tu connais tes limites, tu connais tes insuffisances. Tu dois avoir une bonne dose d'humilité pour pouvoir apprendre. Parce que ça, c'est l'attitude de l'apprenant, l'humilité. Si tu n'es pas humble et que tu es celui, je parle surtout des redoublants, là, celui qui corrige les épreuves et qui dit que non, le prof d'avant, là, il enseignait très bien. Non. L'humilité, si tu n'as pas une bonne dose d'humilité pour reconnaître tes limites, tu ne peux pas réussir. Et une fois qu'on sait qu'on a des difficultés, on peut demander de l'aide, on peut y remédier. Si se rapprocher de l'enseignant, je dis souvent à mes élèves que les enseignants aiment même ce type d'élèves qui courent après eux pour leur soumettre des exercices qu'ils ont traités à la maison. C'est vrai que ce n'est pas vrai pour tous les enseignants de nos jours parce que certains n'aiment pas trop le travail. Certains, c'est pas pour parler mal de quelqu'un, mais c'est la réalité. Donc, je dis souvent à mes apprenants que les enseignants aiment ce type d'élèves qui les harcèlent avec des travaux, monsieur corrigez ceci et cela. Une fois que tu as observé des limites, tu dois te rapprocher de quelqu'un pour t'aider. Et si ce n'est pas l'enseignant, tu peux demander à tes parents de te trouver un répétiteur, un soutien. Et c'est là où l'autre facteur va intervenir. L'environnement, la société, dedans, je vais mettre la famille. Je vais mettre même les infrastructures, même scolaires. Parce que si tu travailles dans un environnement où, permettez-moi, dans certains lycées où le serpent va venir te trouver dans la salle, moi j'ai vécu ça. Vous voyez, ce n'est pas de nature à encourager à revenir dans cette salle-là, que ce soit pour l'enseignant, que ce soit pour l'élève. Si tu travailles dans un environnement où, par exemple, tu vis dans une famille où tous les jours, on te dit que tu n'es rien, tu ne vaux rien, peut-être tu es chez telle tante et tu fais tous les travaux de la maison, ce n'est pas évident de réussir dans ces conditions-là. Alors, une fois que tu as observé tout ce qui te dérange et que peut-être tu peux te rapprocher du service, si dans ton établissement il y en a un, du service d'orientation pour
avoir obtenu de l'aide, un soutien psychopédagogique, des entretiens d'aide qui vont permettre de mettre le doigt sur ce qui te dérange. Et nous pouvons encadrer également, nous encadrons également les élèves qui ont des problèmes d'organisation. Pour revenir à votre question, l'organisation, parce que c'est important de bien s'organiser lorsqu'on étudie. Bon, l'organisation, moi je vais revenir sur... pour compléter ce que le professeur d'université disait, moi je pense que la réussite, c'est un travail de longue haleine. C'est du début, du premier jour jusqu'en fin d'année. C'est vrai qu'il y en a qui sont très chanceux, qui lisent 2 chapitres et les chapitres viennent à l'examen et réussissent. Hein. Ça, c'est vraiment les cas très rares. Mais le travail, la réussite, c'est un travail de longue haleine et le degré, le temps mis aux études détermine considérablement les résultats obtenus. Alors, si tu lis, toi qui es en terminale, moi je prends souvent cet exemple à mes élèves peut-être de 3e. Je vais sur leur emploi du temps qui est affiché dans la salle. Je regarde, je vois première heure, histoire, maths, anglais, géographie. Et je demande à chacun de me dire combien de temps il étudie par jour. Quelqu'un va te dire 2 heures. Je lui demande comment tu peux réussir à étudier 5 matières en 2 heures. Ça, c'est pas étudier. Donc, ça veut dire qu'il faut former nos apprenants sur déjà, et c'est ce que les conseillers d'orientation font dans les lycées, les former sur le temps d'études adapté à leur âge, à leur niveau et à leur classe, on va dire ça comme ça, voilà. Il faut les former sur l'organisation, il faut éviter la procrastination. Il y a des élèves, quand ils aiment une matière, ils peuvent faire maths toute la journée, ils oublient qu'il y a d'autres matières. Or, les mathématiques seules ne peuvent pas te faire obtenir un examen ou alors avancer. Donc, comme je disais, c'est la conjugaison de beaucoup de facteurs et aussi nos familles. On a besoin de soutien de la famille, on a besoin d'amour de la famille. Parfois, on frustre des enfants, parfois... il y a même des problèmes personnels. L'enfant n'a pas d'amour propre, il n'a pas confiance en lui. Du coup, il estime que à quoi bon? Et pour terminer, je vais dire aussi, il faut une bonne dose de motivation parce que après 8 ans d'expérience sur le terrain, j'ai vu beaucoup d'élèves qui me demandaient, Madame, à quoi bon étudier puisque nos grands frères sont au quartier avec les licences en poche. Vous voyez? Donc, quand un enfant manque de motivation, il se dit, mais ça sert à quoi que j'aille m'efforcer à me tuer à avoir tel ou tel diplôme pour aller rester au quartier comme... Donc, c'est par là que je vais terminer mon propos. Moïse Ndoumoua Vomo, PLEC, philosophie, retraité, proviseur émérite, écrivain et aussi conseiller régional du Sud. Sur quoi chaque acteur doit-il mettre l'accent pour une année scolaire réussie? Oui, bien chaque acteur, parce qu'il y en a plusieurs. Le milieu scolaire, c'est comme des cercles concentriques. Au centre, l'élève, l'apprenant. Autour de lui, premier cercle, l'environnement parental, dont les parents jouent un rôle important. Deuxième cercle, l'environnement pédagogique. L'enseignant et tout le personnel d'encadrement pédagogique et disciplinaire. Troisième cercle, la société. Et c'est là qu'intervient justement l'environnement politique. Donc, tous ces facteurs concourent à la réussite de l'élève. Et qu'on se dise que la réussite de l'élève ne doit pas seulement se juger à travers le prisme étroit du simple diplôme ou de la simple promotion en classe supérieure. On peut être bardé de diplômes sans que pour autant on ait été bien formé. Tête bien pleine n'est pas nécessairement tête bien faite, effectivement. Ce débat d'être plus garanti avec Rabelais. Donc c'est pour cette raison que chaque maillon de cette chaîne de cercles concentriques doit prendre ses responsabilités. L'élève d'abord. À l'élève, je dirais 2 clés. Je m'excuse parce que mon passé de ces séminaristes et tout le reste me revient toujours au galop. Aura et labora. Prix et travail. Qu'est-ce que j'entends par prix? Ça ne veut pas dire que parce que l'élève va aller au ciel, c'est pas ça mon problème. Mais le culte, le sens de la transcendance amène un certain nombre de vertus qu'il cultive. Ma fille a parlé tout à l'heure de l'humilité.
La prière enseigne l'humilité parce qu'on reconnaît qu'il y a un très haut et moi qui suis très bas, je dois être humble. Deuxième chose, et c'est cette humilité qui m'amène à devoir me connaître moi-même. Elle a dit tout à l'heure sur l'écran de Socrate, Noti Seoton, connais-toi toi-même. Et c'est le même Socrate qui dit, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et c'est pour cette raison que l'élève doit savoir qu'il est là, il ne sait rien, il doit apprendre. Mais s'il se vient déjà avec la satisfaction que moi j'ai vu dans Google, on m'a dit ceci hier, l'autre, il ne peut rien faire. Donc, la prière cultive donc ces valeurs-là d'humilité, de fidélité, de confiance en soi, de foi en Dieu. Mais c'est surtout le travail laborieux. Le travail est ardu. C'est vrai que le travail peut paraître comme une sorte de punition. Tu mangeras la pizza de ton front si on s'en retient à certaines... Mais en fait, c'est par le travail et le travail personnel et le travail de tous les instants. Et c'est pour ça que l'élève doit comprendre que le milieu scolaire est suffisamment ardu. Ni réussissent que ceux-là qui se lèvent tôt, ni réussissent que ceux qui sont audacieux, courageux, qui ont le sens de l'effort, le culte du travail bien fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, autant ne rien faire. Donc, il n'y a pas d'à peu près. L'école ne tolère pas les à peu près. L'école est sélective. Donc, à l'apprenant d'abord, aura et labora. Maintenant, aux parents, que les parents assument leurs responsabilités. Non pas seulement en se contentant de payer les frais de scolarité ou d'acheter les fournitures scolaires, mais d'être vigilant. Le milieu est tellement pervers. C'est la démission parentale qui entraîne l'échec en milieu scolaire. Parce que si l'enfant sait qu'il n'a aucune autorité autour de lui à la maison ou hors même de la maison, et quand je dis parents ici, ça ne doit pas se limiter à la dualité mère-père. Nous sommes dans un contexte africain où c'est la communauté justement qui doit encadrer l'enfant. Maintenant, cet autre cercle, les enseignants, que l'enseignant comprenne quelle est sa véritable vocation. L'enseignant est un démiurge. Démiurgos en grec veut dire créateur du monde. Et c'est pour ça que Platon parle du démiurge comme celui qui crée l'univers. Or, l'enseignant est créateur. Dès lors que Saint-Exupéry le dit si bien, seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. Or, l'enseignant crée l'homme à partir de la glaise fragile qui lui est donnée, l'enfant, qui n'est qui est un ignorant primaire pour l'amener vers la lumière de la connaissance, effectivement. Donc, l'enseignant doit prendre conscience. C'est une vocation sacerdotale. Et c'est pour ça que nous voulons donc dire ceci. Aux jeunes, ils comprennent ceci. La jeunesse n'est pas l'âge du plaisir, c'est celui de l'héroïsme. Un élève qui réussit, ça doit être un héros. Et maintenant, aux enseignants, que l'enseignant comprenne que sa vocation, c'est de se donner. Parce qu'il a devant lui l'homme à façonner. Jean-Paul Marcelin Mebada, inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Qu'est-ce que vous mettez dans les clés de la réussite scolaire ? Je voudrais d'abord, pour aider mon voisin et ma petite sœur, leur dire que le ministère de l'enseignement secondaire met à la disposition de la communauté éducative un numéro vert, le 1530, qui permet de résoudre les problèmes de communication avec les élèves en difficulté. Où au bout, vous aurez des conseils d'orientation qui peuvent les accompagner dans l'organisation dont a fait allusion mes prédécesseurs. Moi, je dis simplement une chose. Tout ce qu'on a dit là tourne autour de la discipline. Il faut être discipliné. Cette discipline concerne aussi bien les élèves que les enseignants. La discipline suppose pour l'élève le respect du règlement intérieur. On a parlé de sanctions au début. Oui, il faut sanctionner. Le premier jour, il faut commencer à sanctionner pour montrer l'exemple. Il y a la discipline sur le chemin de l'école. Tu quittes la maison pour aller à l'école, il n'y a pas d'arrêt en route. La discipline au niveau de l'assiduité en classe pour prendre connaissance des contenus pédagogiques qui seront donnés par l'enseignant. La même chose pour les enseignants. Ils ont un quota horaire à respecter.
Il faut bien préparer les leçons. Et nous avons la chance qu'avec l'apport de l'intelligence artificielle, nous avons maintenant des progressions harmonisées. Nous avons des ressources pédagogiques, nous avons des vidéos. Donc, nous voulons dire aux enseignants, aux élèves, à la communauté éducative, qui peuvent profiter des apports de la digitalisation parce que nous avons un système d'enseignement hybride maintenant, en présentiel et en distanciel. Et nous avons des vidéos pédagogiques. L'enfant, l'école est devenue ubiquitaire. On n'est plus enfermé dans la scène scolaire pour apprendre. On peut apprendre en allant au marché, on peut apprendre en allant jouer au football, on peut apprendre en allant danser. Donc l'école ouverte, les enfants sont immergés dans les ressources pédagogiques avec le phénomène des réseaux sociaux. Je voudrais également dire aux élèves d'arrêter cette propension à rechercher l'eau, ce qu'ils appellent l'épreuve. Voyez-vous, on organise un examen de fin d'année, les enfants veillent jusqu'à 3 heures du matin parce qu'ils attendent de l'eau. Non, il faut que les gens apprennent à être disciplinés. Il faut que les gens apprennent à aimer ce qu'ils font. Au chef d'établissement, moi, je partage le plateau avec un professeur émérite que je respecte beaucoup. Allez au lycée d'Anguissa. Regardez le complexe sportif. Ça a été fait quand il était proviseur. Il n'a pas volé au firmament sans laisser de traces. Il faut toujours, un proviseur doit avoir un projet d'établissement. Sachant que 10 ans après, il est parti d'Anguissa, ça fait 10 ans. Et beaucoup lui reconnaissent aussi la transformation formidable. Effectivement, bien Massi, il a commencé les jardins. Donc, il faut avoir l'ambition, il faut avoir des valeurs. En 30 secondes pour en sortir, oui. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais dire aux enseignants, il va falloir que pendant les évaluations, qu'on quitte du moins difficile le plus difficile. Parce que les premières notes que l'enfant reçoit à l'école sont parfois significatives pour la suite, avec également des appréciations telles que faibles, très faibles, là, qui devient de plus en plus compliquées. C'est même pourquoi une grande étude que je partage a été faite aux États-Unis pour interdire ce type d'appréciation. Et même, on va loin. Oui, on n'a plus le temps. Oui. En tout cas, on n'a plus le temps. Bon, voilà. pour dire qu'il va falloir... la cotation, voilà. La cotation très bien, c'est bien fait. Et la dernière chose également, c'est... On n'a plus le temps. Merci. Merci d'avoir été présent sur ce plateau pour Twilight de ce lundi 9 septembre 2024, consacré au retour en classe. Les clés de la réussite des accents s'imposent. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Restez scotchés.